Vous écoutez La Vallée meurtrière, épisode 4, deuxième partie. Quand l'enquêteuse s'est remise à ressasser tout ça, Kirk White, frère de Christina White. papa est encore là. Il lui a fait part de ce qu'il en pensait. Il lui a donné des pistes pour relancer l'enquête. C'est bien que c'est une affaire non résolue, mais elle est toujours vivante, car on continue de suivre des pistes. Alors, peut-être qu'un jour... Ces affaires ont été examinées par plusieurs enquêteurs au fil du temps. Dina Nelson, cousine de Christina Nelson. Et je les en remercie, car je crois qu'ils sont très motivés à aller jusqu'au bout pour résoudre ces affaires. Jackie est le genre de personne qui aime aller au fond des choses. Bradley Garrett, ex-profiler du FBI. C'est la colle qui tient toutes ces affaires ensemble. Car, soyons honnêtes, c'est un coin reculé des États-Unis, qui n'a ni le temps ni les effectifs pour faire ce que Jackie a fait. Je crois qu'il y a de l'espoir, et j'aimerais l'aider par tous les moyens à clore ces affaires, une fois pour toutes. À la lumière de tout ça, et de vos connaissances sur le genre de personnes qui commettent ce genre de crimes, Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assautine. que peut-on faire de plus, d'après votre expérience, pour résoudre ces crimes ou un de ces crimes? Vous êtes sur la bonne voie pour ces 4 victimes, qui sont directement liées à votre suspect. Il les connaissait, elle le connaissait, et elles étaient faciles d'accès. Le lien avec Christina White est clair. C'était l'ami de la fille de sa conjointe. Elle était chez lui. Il y a un lien clair entre lui et ses 4 victimes. Et cette affaire en Californie, à Santa Cruz, près de San José, peut-être un homicide, peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, ça en dit long sur le comportement Oui, de la personne d'intérêt, oui, qui est entrée par effraction avec une caméra, une lampe de poche. un couteau. Rien de plus normal, n'est-ce pas? Personne ne fait ça. Non, Sans compter ce qu'il s'apprêtait à faire. J'aurais aimé qu'on l'appréhende 5 minutes plus tard pour le savoir exactement. d'après vous, et ce n'est qu'une facette de son comportement, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle 2 choses. Soit il lui a fait du mal, et il voulait un dernier moment avec elle, après sa mort, soit il ne l'a pas tuée, mais il savait qu'elle était là. Donc, s'il avait un penchant pour les mortes, c'était l'occasion idéale. Possibement un ou l'autre, ou les 2. Ça montre qu'il s'intéressait... De toute évidence. Et ce n'était peut-être pas la première fois. C'est le genre de suspect qui aurait continué à tuer, qui serait toujours aussi dangereux. Ça dépend de sa santé physique. Mais le fantasme qui l'a poussé à faire ça l'habite toujours. On ignore la nature et le genre de souvenirs qu'il en a gardé. S'il collectionnait les sous-vêtements ou autre chose pour alimenter ses compulsions. À mon avis, il y a plus que ce tableau. Partout où vous regardez, vous pourriez trouver de nouvelles preuves reliant les crimes à la personne d'intérêt.
J'ignorais ce que je trouverais en fouillant le passé du suspect. Gloria Boberts, cousine de Christina Nelson. Et j'ai trouvé des choses. Je sentais, au fond de moi, que j'étais sur une piste. Je suis à Chicago pour une affaire qui a attiré mon attention. Une affaire de 1973, le meurtre de Diane Taylor. Je n'étais jamais venue à Chicago. Je n'aurais jamais cru que ça me mènerait ici. Jamais au grand jamais. Le suspect dans la disparition de ma cousine a grandi ici. Il vivait près de chez Diane Taylor. Bref, un autre lien, une autre victime, une autre défunte. Une fillette de 8 ans. Et c'est ici que tout a commencé. J'espère que c'est la clé du mystère qui aura raison de lui et qu'il ne se doutera de rien. Je fais des copies de mon enquête pour la police de Chicago. Je lui ai envoyé une chronologie des événements, de ce qui s'est passé et que j'ai documenté. Et j'espère que ça les aidera dans leur affaire de 1963. C'est Gloria Boberts qui a découvert cette histoire de meurtre à Chicago. Elle m'a donné beaucoup d'informations. Certains liens entre les éléments semblent plutôt solides. Et d'autres sont un peu plus forcés. Mais j'essaie d'avoir une vision d'ensemble et de garder l'esprit ouvert sur tout ce qui pourrait être lié à notre enquête. Bref, en me penchant sur la disparition de cette fillette de 8 ans en 1963, sur la région où ça s'est produit, j'ai découvert que notre personne d'intérêt vivait à quelques kilomètres de là au moment de sa disparition. Entre-temps, un enquêteur de Chicago m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait sorti le dossier, revu l'information et que notre personne d'intérêt avait été interrogée à l'époque, qu'elle travaillait comme conseiller de camp au YMCA que fréquentait la fillette. Le cas de Diane, comme tous les meurtres d'enfants, était délicat pour la famille, les proches et la police. C'était une enfant. Ça n'aurait pas dû arriver. Ray Johnson, auteur et enquêteur criminel. Elle était seule presque toute la journée. C'était les vacances scolaires, avant sa 4e année, et elle allait au camp de jour du YMCA. Le camp commençait à 10h. Elle a parlé à sa mère à 9h30 avant de partir. Elle vivait à 4 ou 5 pâtés de maison du YMCA. C'est là que vivait Diane Taylor. En 1963, avec sa mère, Rita. Rita travaillait comme standardiste pour une compagnie d'électricité. Diane venait d'une famille brisée. Son père n'était pas là et c'était une enfant à clé. C'était courant à l'époque, dans les familles monoparentales plus démunies. Sa mère est allée travailler vers 9h30. Diane est allée au YMCA et c'est le dernier endroit où elle a été vue. L'homme d'intérêt dans les meurtres de la vallée de Lewis Clark a grandi dans ce quartier. Il y a vécu toute son adolescence. Il allait à l'école ici et il était conseiller de camp au YMCA. Le 1er août était un jeudi, le jour de sa disparition.
Puis, les jours ont passé, et ce n'est que le samedi matin qu'on a trouvé son corps. On a trouvé son corps sur ce qu'on appelle un tablier de béton, une allée de béton. Cette partie a été refaite, donc quelque part par là, sur l'ancienne partie. Elle a été violée. Elle a eu un coup de couteau fatal au cœur. Elle avait une blessure sur la tempe droite, le crâne renfoncé, peut-être un coup de hache ou un outil du genre. Elle avait des lacérations sur les bras et les jambes. Il lui manquait les 2 incisives, peut-être un coup de poing. Ce n'est pas clair. Ce genre de crime, le degré de violence physique était haineux, horrible. Celui qui a fait ça était un sadique de la pire espèce. La police a interrogé 1400 personnes, tout un quartier. Elle voulait vraiment savoir qui avait fait ça à cette fillette. Notre suspect a été interrogé. C'était un bon gars, un gentil garçon. Il avait 15 ans à l'époque. Qui aurait soupçonné un garçon de 15 ans? De nos jours, ce ne serait pas si exceptionnel. Mais à l'époque, on cherchait un homme beaucoup plus âgé. J'ai longtemps été furieuse qu'on ne rende pas justice à ma cousine, à Steven, Brandy, Christina, Kristen David, à personne. Les enquêtes ont stagné. Elles ont fini dans des boîtes, à prendre la poussière. Et maintenant, je veux donner une voix à cette fillette. Et je suis prête à tout pour trouver des réponses. Elle n'a personne d'autre pour le faire, pour se faire entendre. Alors, pendant que je suis à Chicago, je vais rencontrer la police de la ville. Je sais qu'elle m'en dira peu, car c'est une affaire non résolue et une affaire de meurtre. Et je crois que la police de Chicago trouvera des réponses s'il y en a. On ne peut qu'espérer. Je rassemble mes classeurs, tous les dossiers que j'ai réunis dans ces différentes affaires, pour les apporter au FBI. On a ravivé l'intérêt en parlant à différents corps de police, avec l'aide de Gloria. Et le FBI souhaite maintenant les examiner. Tout a commencé dans notre coin de pays, dans le comté d'Assotin, une petite communauté rurale américaine. Et en fouillant ces affaires, on a ratissé de plus en plus large et fait des liens potentiels avec des affaires en Californie et à Chicago. Et c'est très encourageant que le FBI veuille maintenant les examiner. Je crois avoir fait tout ce que je pouvais. Je peux encore faire des recherches et parler aux gens pour recueillir de l'information. Mais en termes de preuves pour les porter en cours, je ne peux pas en faire plus. Alors je suis très heureuse que le FBI s'en mêle pour amener l'enquête à un autre niveau. Il a un laboratoire de pointe pour analyser les preuves et il verra ce qu'on peut en faire. J'ai bon espoir que le FBI trouve la pièce manquante du casse-tête pour résoudre non seulement mon enquête, mais aussi toutes les autres. Les enquêtes de la vallée de Lewis Clark sont toujours en cours sur plusieurs territoires. Elles sont considérées comme actives et non résolues. J'espère encore qu'on résolve un jour cette affaire. Donald Schoeffler, ex-enquêteur au service de police de Lewiston.
qu'on arrête le coupable, qu'on lui fasse un procès et il condamne. Ça m'habite beaucoup. On sait en gros ce qui s'est passé. On sait qui c'est, mais on n'a pas assez de preuves pour clore l'enquête. Je crois fermement qu'il s'en tire concernant un meurtre. La police n'a toujours qu'un principal suspect dans les affaires de la vallée de Lewis Clark. Mais elle ne peut révéler son identité tant qu'il n'est pas formellement accusé et condamné. Comment oublier ces affaires? Les parents de Christina sont morts. Le père de Steve Pearsall est décédé récemment. Sandra Lee, ex-journaliste au Lewiston Tribune. Les parents de Kristen David ont déménagé. Mais les victimes ont toujours de la famille ici et des amis. Tout le monde connaît ces affaires, et ceux qui ne connaissaient pas les victimes avant les connaissent maintenant, car elles font partie de nos vies. Ce qui s'est passé a marqué à jamais cette communauté et tous ses habitants. C'est une petite ville. C'est comme ça. Ça fait partie de nous. Christina White est toujours considérée comme une personne disparue. Si on retrouvait Christina en vie, Kirk White, frère de Christina White. Ma mère n'en reviendrait pas de s'être trompée toutes ces années. Et mon père... Ce n'est pas facile. Les preuves génétiques dans l'affaire Christine David sont actuellement analysées par le FBI. Je veux qu'il explique aux familles des victimes pourquoi. Pas entendre qu'il est désolé. Il ignore ce que c'est. C'est un sociopathe tueur en série. Anne McKee, sœur de Christine David. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi ma sœur et les autres. Qu'ils me le disent dans les yeux et ne me regardent plus jamais. Et qu'ils ne demandent pas pardon. Dieu se chargera de le juger. Steven Pearsall est toujours porté disparu et n'a jamais été officiellement écarté comme suspect des meurtres de Christina Nelson et Brandy Miller. Je sais au fond de moi que Steve est innocent et qu'il a seulement été victime des circonstances dans cette affaire. Larry Pearsall, cousin de Steven Pearsall. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose et révélera un jour des renseignements qui permettront d'arrêter cette personne, d'arrêter le suspect ou de trouver les restes de Steve pour qu'on puisse clore cette affaire. Les enquêteurs poursuivent les recherches pour retrouver Steven Pearsall. La découverte de ces restes pourrait permettre d'arrêter le meurtrier de Christina Nelson et de Brandy Miller. Si j'avais su qui était le suspect à l'époque... Harold Nelson, père de Christina Nelson. Et ce que je sais maintenant dans les années suivant sa disparition, j'aurais pris mon 45 et j'aurais subi un procès à sa place. Je suis persuadée qu'il est coupable. Je ne devrais sans doute pas dire ça, car il n'a pas été jugé en cour. Mais un homme innocent coopérerait. Il collaborerait avec les autorités. Il ferait absolument tout pour être écarté comme suspect et pour que la police se concentre ailleurs ou sur quelqu'un d'autre, qu'il se disculpe s'il est innocent. Je suis au cimetière d'Assoton, en amont de la ville d'Assoton. Enquêtrice Jackie Nichols, du bureau du shérif du comté d'Assotin. C'est un point de vue magnifique. J'ai fait le tour des pierres tombales. Certaines remontent aux années 1850. Il y a beaucoup d'histoires ici.
Celle-là est de 1898. Des gens y posent encore des fleurs. Des gens qui se rappellent encore ces enfants qui auraient plus de 100 ans s'ils étaient en vie. Au moins, on sait où ils sont, malgré leur mort tragique. On peut encore venir ici, dans cet endroit magnifique, poser des fleurs, se souvenir d'eux et avoir un lien physique avec ses enfants décédés. Mais les familles de nos personnes disparues n'ont pas ça. Les familles de nos victimes de meurtre n'ont pas de réponse. Pas d'explication pour la mort de leurs proches ou leur meurtre. La mort d'un enfant est épouvantable. Et c'est encore pire quand c'est aussi insensé. Ce n'est pas comme si une terrible maladie les avait emportés ou qu'ils avaient eu un accident. C'était délibéré, l'œuvre d'un monstre, d'un prédateur opportuniste qui a détruit leur vie, qui les a piégés sans le moindre remords. C'est ce qui m'enrage. Quand je viens ici, que je pense à ces affaires, à ce qui s'est passé et à ce que je peux faire, j'ai un goût amer. Je vois la ville d'Assoton, l'école qu'aurait fréquentée Christina White, le terrain de football. Durant l'année scolaire, j'entends la fanfare jouer sur le terrain de football. Et je me dis qu'elle n'a jamais eu cette chance d'aller au secondaire, d'assister aux parties de football de son école, au bal des finissants et tout ça. On lui a tout pris. Et elle n'est pas là pour qu'on honore sa mémoire. Elle est quelque part par là. Vous venez d'écouter La Vallée meurtrière. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Vallée meurtrière est un podcast coproduit par Initial Studio, Pixcom Productions et Saloon Media, adapté de la série documentaire audiovisuelle Cold Valley, coproduite par Pixcom Productions et Saloon Media, distribuée par Blue Ant et écrite et réalisée par Paul Kilbach. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Victor Benami. Avec la voix d'Alix Martineau.